Bonjour à tous, donc on va débattre des questions-réponses multiples et donc j'ai l'honneur de commencer, ce qui donne toujours un avantage certain. Mon conflit d'intérêt principal, c'est que je suis membre du groupe de travail TCS à l'Université de Paris, donc évidemment ça va un peu influer sur mon point de vue. Notre crainte en tant qu'enseignant de deuxième cycle, c'est que nos étudiants devenant internes soient incompétents. Ça fait partie des choses qui nous motivent à faire de l'enseignement. Et notre pire cauchemar, ce serait finalement que nos internes ne soient pas capables d'évoquer des hypothèses diagnostiques, à moins qu'on leur propose un certain nombre de réponses multiples. Donc le danger, c'est ça, c'est qu'ils aient besoin de leur tablette et qu'on leur propose 5 hypothèses devant une Disney pour un patient qui vient aux urgences. Donc le but, ça va être d'essayer de dissocier deux critiques, la critique des QRM avec leurs limites et ce qu'ils ne servent pas à évaluer, et puis l'autre élément, qui est évidemment connexe, c'est les limites de tout QRM, même dans un DP, en sachant qu'évidemment, ces éléments-là rentrent en résonance avec la réforme du deuxième cycle et l'enjeu d'essayer de sortir du tout ECN pour valoriser les compétences. Donc, si on commence par ce que les QRM ne peuvent pas évaluer, évidemment, les compétences, alors il y a plein de définitions de ces compétences. J'avais cité celle-ci, la mise en œuvre d'une combinaison de savoir, connaissances, savoir-faire, comportement, expérience en situation. Donc ça, les QRM ne vont pas bien l'évaluer. Et quand on reprend la représentation des compétences qui font un expert médical, à partir des propositions canadiennes, certaines compétences ne peuvent pas être évaluées par les QRM, communication, leader, collaborateur. L'éthique, ça peut être éventuellement discuté, et puis ce qui est des connaissances pures ou de la santé publique peut être partiellement évalué par les QRM. Alors, quand on essaie de comparer qu'est-ce qui permet de prédire la compétence des deuxième cycle qui deviennent internes, il y a une équipe néo-zélandaise qui avait évalué en fin de 5e année, donc juste avant leur internat, ils ont comparé la performance, la prédicabilité entre QRM et ECOS, et ce qui ressortait, c'était que ce qui était le mieux corrélé à la compétence clinique, c'était les ECOS, et juste en dessous, j'ai mis une situation d'une méta-analyse qui retrouve après les mêmes résultats avec un bémol méthodologique, c'est qu'il y a une grande hétérogénéité en fonction évidemment de ce qu'on appelle compétences cliniques, des critères de jugement et de la méthodologie. L'autre élément que les QRM ne peuvent pas évaluer, c'est l'incertitude, parce que par définition, on le voit quand on crée un QRM, il faut que la réponse correcte le soit indiscutablement et que les distracteurs soient indiscutablement des réponses erronées. Et ça, évidemment, c'est totalement antinomique avec la pratique de la médecine, dans la mesure où il n'y a aucune place à l'incertitude. Et donc là, évidemment, on va se tourner vers d'autres approches docimologiques d'évaluation, comme les TCS, les tests de concordance de script. Donc vous savez que le principe, c'est une vignette courte, une patiente de 78 ans qui vient dyspnéique. Vous voulez lui faire une scanner thoracique parce qu'elle a des œdèmes de membres inférieurs, une douleur thoracique. C'est l'hypothèse initiale, l'hypothèse de travail en termes d'examen complémentaire. Vous avez une information supplémentaire qui va être la source de l'incertitude. En l'examinant, elle a des crépitants des deux bases. Et en quoi est-ce que cette information va vous faire renforcer ou diminuer l'intérêt de votre examen? Ce n'est pas une réponse qu'on aura dans des connaissances pures. Il n'y a pas de réponse bonne en soi. Et pour donner une note, attribuer une note à l'étudiant, on va comparer sa réponse à celle d'un panel d'experts pour essayer de refléter un niveau de compétence diagnostique, clinique ou thérapeutique. Alors, le problème aussi des QRM, c'est qu'on pourrait dire qu'ils évaluent les connaissances, pourquoi pas, mais le danger, c'est qu'ils les évaluent mal, soit parce que la bonne réponse peut être devinée en mettant en jeu un certain nombre de processus intellectuels de raisonnement. Et ça a été évalué chez des étudiants physiques. 12 d'entre eux ont passé 7 QRM. Le taux de bonne réponse est de 82%. Et ensuite, avec des entretiens, ils ont essayé de déterminer si les réponses étaient bonnes parce que l'étudiant maîtrisait la question ou parce qu'il avait mis en jeu des compétences détournées. Et ben, dans la moitié des cas seulement, c'était les connaissances qui avaient permis d'arriver à la bonne réponse. Dans l'autre moitié des cas, c'était des stratégies pour deviner la bonne réponse. L'autre élément, c'est le hasard. On peut avoir bon à un QRM en choisissant au hasard. Pour essayer de lutter contre ça, il y a des stratégies qui peuvent être utilisées en docimologie. Par exemple, les QRM pondérés. Le but étant de savoir à quel point l'étudiant est certain ou confiant de sa réponse, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et donc ça a été évalué dans un mémoire de début de pédagogie médicale par Lara Safrani et Lionel Vidal-Petiot. Le principe, c'est on fait passer le QRM à l'étudiant. Derrière, il a une seconde question qui évalue sa confiance. Est-ce que j'ai très confiance ou pas du tout confiance dans ma réponse? Et ensuite, soit l'étudiant répond juste, il a confiance. Dans ce cas-là, il faut lui donner un bonus parce qu'il était en confiance. Inversement, il se trompe, mais il n'était pas sûr de lui. Il sait qu'il ne sait pas. On lui donne un bonus. Et le pire des scénarios, c'est qu'il se trompe, mais en étant confiant. J'ai mis de la rovamicine sur un purpura fulminans et je suis sûr de moi. À ce moment-là, il faut le sanctionner, un lapsus, donc un malus là-dessus. Ou inversement, s'il a bon mais qu'il n'est pas confiant, c'est que c'est une réponse au hasard et il faudrait qu'il ait un malus également.
Dernier point, et ça c'est un élément important dans l'élaboration des QRM, ces QRM peuvent induire un apprentissage erroné quand les étudiants sont exposés à des réponses fausses. Et ça renforce l'importance du feedback, qu'après avoir passé son examen, l'étudiant ait connaissance de la bonne réponse pour pas que sédimente des connaissances fausses. Donc en synthèse, oui, probablement qu'il faut garder ces QRM, mais les laisser à leur place légitime, à savoir l'évaluation des connaissances indiscutables. On tombe sur les concepts de rang A et rang B, avec l'importance du feedback et puis en essayant un petit peu de les améliorer avec ces QRM pondérés, pourquoi pas, pour juger de la confiance qu'ont les étudiants dans leurs réponses, dans leurs connaissances. Et puis évidemment, faire le deuil du tout QRM pour mieux évaluer les compétences. On l'a vu aujourd'hui, portfolio ECOS, l'incertitude avec les TCS et donc diversifier la docimologie. Merci pour votre attention. Bravo. Merci. Oui, oui, tu pour les QCM, ici là. Pour les QCM dans l'évaluation. Je vais le mettre dans le. Où est-ce qu'il m'a mis ça là? Allez. Donc bonjour à toutes et tous. Donc Vincent Audard, je suis néphrologue à l'hôpital Henri Mondor. Et donc je remercie les organisateurs de me permettre de vous présenter cet exposé en faveur des QCM dans l'évaluation de l'apprentissage et des compétences. Alors je suis peut-être pas des compétences, mais en tout cas de l'apprentissage des étudiants en médecine. Donc quelques rappels historiques. Moi j'ai l'impression que les QCM, il semble avoir existé de tout le temps. Quand on reprend un petit peu l'historique, la tradition est américaine et remonte à la Première Guerre mondiale. Et à l'époque, c'était l'armée qui avait utilisé les QCM, qui avait créé les Army Tests. À l'époque, c'était en vue de sélectionner les futurs officiers et sous-officiers. En France, le QCM a été introduit en 1960 dans les facultés de médecine pour faire face au nombre toujours croissant d'étudiants. Et l'institution avait donc besoin d'une méthode permettant une correction des épreuves à la fois rapide, uniforme et objective. Depuis juin 2016, et nous sommes qu'en 2020, pour les ECN informatisés sur tablette, toutes les épreuves se font selon un format QCM avec 5 propositions au choix, ce qui a constitué un petit peu à l'époque une révolution docimologique, puisque comme vous le savez, les QCM avaient disparu depuis 2003. Alors effectivement, la question qu'on a le droit de se poser, c'est qu'on forme des étudiants en médecine qui vont, le lendemain de l'internat des ECN, prendre des postes d'interne, et effectivement, est-ce que ces QCM, est-ce que c'est pas un petit peu éloigné de la pratique quotidienne qui attend nos étudiants une fois passés les ECN? Alors j'étais un petit peu surpris parce que qui dit controverse, ça veut dire éventuellement remise en cause du bien fondé, et j'étais un petit peu surpris effectivement d'être invité aujourd'hui pour une controverse sur les QCM, parce que pour moi, depuis les ECN informatisés, c'était bien ancré dans le paysage docimologique au niveau des UFR de santé. Alors, il y a quelques règles d'or, bien entendu, tout n'est pas parfait, mais pour que nos étudiants soient satisfaits et répondre à des règles docimologie claires et nettes, il faut savoir rédiger un QCM. C'est bien expliqué sur le référentiel CIDES. Donc ça, c'est les QCM de base. Vous savez que les QCM ne sont pas utilisés uniquement dans le milieu médical. Et donc, l'énoncé présente un seul problème à solutionner. L'énoncé sera composé de tous les mots indispensables à sa compréhension. Il faut éviter de compliquer le traitement que l'étudiant doit opérer pour comprendre, regrouper dans l'énoncé les éléments communs aux solutions proposées. Dans l'énoncé, il est important de séparer les informations, éviter la forme négative, ça on le répète, et malgré ça, à chaque fois, parce que moi je fais partie du bureau de docimologie à Créteil, et effectivement on a toujours des QCM avec des négations ou des doubles négations, ce qui est toujours un petit peu difficile. Et puis pour ce qui est des solutions, là encore, il y a un certain nombre de règles. Les solutions correctes sont incontestablement exactes. Les leurs doivent être crédibles, on en a un petit peu parlé, notamment avec votre présentation tout à l'heure. L'indépendance syntaxique, l'indépendance sémantique et éviter que des termes puissent fournir des indices.
Alors, pour ce qui est maintenant des règles de QCM au niveau purement médical, là encore, il y a des règles de rédaction qui ont été établies. J'ai repris cette publication qui est récente, qui date de 2017, de nos amis québécois, qui, à partir effectivement, ils ont repris un certain nombre de dossiers de QCM mis en place dans leurs épreuves facultaires et ils ont établi, tableau 3 en bas, un certain nombre de recommandations qui sont toujours un petit peu les mêmes. Les directives dans l'énoncé de la question doivent être claires. Je ne sais pas aucune de ces réponses. Toutes ces réponses ne doivent pas être un choix de réponse. Les choix de réponse doivent être mutuellement indépendants ou exclusifs. Éviter de pister la bonne réponse par des constructions grammaticales erronées, etc., etc. Je vous laisserai lire parce qu'on n'a pas trop le temps. Alors, ça aussi, c'est un sujet majeur et qui fait l'objet de pas mal de DU de pédagogie médicale. Vous avez parlé tout à l'heure du DU de Zafrani et Vidal-Petiot. Un autre DU que je vous cite ici, comme quoi quand même, c'est un problème qu'on a essayé de prendre à bras-le-corps et que depuis la mise en place des ECN informatisés, on essaie quand même de s'améliorer. C'est un DU de pédagogie médicale, je crois, qui vient de l'équipe de Brest, où ils ont repris toutes les épreuves facultaires qu'ils avaient réalisées, je crois, sur 2 ans, et ils avaient évalué la qualité des QCM. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, donc ça représentait quand même 396 QCM qui étaient soit dans des questions isolées, soit dans des dossiers progressifs. Et ce qui est déjà plutôt pas mal, c'est qu'on remarque quand même que 91% des QCM étaient du niveau universitaire nécessaire pour les étudiants de second cycle d'études médicales, mais on voit quand même qu'il y avait 9%, on interrogeait sur des questions relativement et des QCM relativement trop complexes. Alors là où on n'est pas très très bon, et je pense que sûrement il y a des points d'amélioration, et je pense qu'effectivement, des formations des jeunes enseignants qui débutent, les chefs de clinique, serait sûrement intéressant pour, avant de leur dire, écoute, que le chef de service leur donne les modalités docimologiques et leur demande de faire 20 QCM pour l'année. Mais effectivement, il y a quelques règles à respecter. Dans cette étude, on remarquait qu'une ambiguïté dans la rédaction des énoncés était retrouvée quand même dans 58% des QCM. Donc la conclusion, c'était qu'il fallait favoriser les questions de deuxième cycle, le raisonnement complexe, l'utilisation de vignettes. Je vous rappelle qu'initialement, dans le projet CIDES, ça devait permettre aux étudiants d'avoir un accès à l'iconographie, voire même des vidéos. Et puis rapidement, ça a un petit peu pris du plomb dans l'aile. Et finalement, il y a trop peu de dossiers, je pense, dans lesquels on intègre de l'iconographie. Ça reste des bons moyens pour évaluer nos étudiants dans le cadre des épreuves facultaires, éventuellement des ECN, dans les dossiers progressifs et les questions isolées. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux compétences. On revient un petit peu à ce que vous nous avez dit un peu plus tôt dans la journée, à savoir, au niveau des compétences, il faut distinguer le savoir cognitif, le savoir-faire, le savoir-être. C'est la fameuse taxonomie de Bloom. Pour ce qui est de l'évaluation du savoir cognitif, à mon avis, ça reste quand même un excellent outil pour pouvoir évaluer le savoir cognitif, que ce soit les connaissances, la compréhension, l'application, l'analyse. Pour ce qui est effectivement des compétences, du savoir-faire, du savoir-être, là, il y avait nettement un manque et je pense qu'avec les ECOS qui ont l'air d'être bien lancés, comme on a pu le voir durant la journée, et qui se mettent en place dans les différentes UFR et qui auront un rôle, un poids prépondérant dans les futurs ECN, à mon avis, ça permettra de combler ce vide et effectivement de compléter intelligemment la formation de nos étudiants. Alors pour moi, le QCM, dans le cadre de CN informatisé, c'est une évidence. Je ne vois même pas comment on peut le remettre en cause. Déjà, ça permet de balayer largement la matière enseignée, d'évaluer un grand nombre d'étudiants. Par rapport à ce qu'on a connu, vous n'avez peut-être pas connu, mais corriger les copies à la main, certains d'entre nous ont été à Rungis ou même les épreuves facultaires. On voit très très bien quand même que c'est un progrès majeur, ces dossiers progressifs et ces QCM. Ça permet donc de simplifier la correction, ça en garantit l'objectivité. Elle constitue aussi un outil pertinent pour l'enseignant. Le QCM ne permet pas de contourner la difficulté par une réponse esquive, comme parfois on pouvait avoir dans certains dossiers écrits manuellement ou à la main. Voilà, on n'arrivait pas forcément à déchiffrer ce qu'avait mis l'étudiant. Un sentiment de sécurité mathématique, le barème des points est fixé, la note finale n'est pas discutable. Et puis, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, une des critiques les plus virulentes à l'égard des QCM concerne la place laissée au hasard et donc à l'injustice qu'ils entraînent. Comment différencier finalement les choix heureux par ignorance des choix corrects par compétence? Et comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, je reprends un petit peu tes arguments, il existe des moyens de contourner ce problème. Il faut augmenter le nombre de choix, demander à l'étudiant de préciser son degré de certitude. Et puis, comme vous l'avez dit ce matin, en début d'après-midi, éviter les questions à réponse unique qui semblent tout de même un peu plus simples. Excusez-moi. Alors,
Juste l'expérience un petit peu de l'UFR de médecine de Paris-Est-Créteil, nous, ce qu'on a mis en place depuis quelques années, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, malgré ce que je vous ai dit une slide avant, c'est-à-dire comme quoi la note n'était pas du discutable, parfois il y avait quand même des erreurs dans les QCM, et ce qu'on fait systématiquement avec l'ensemble des enseignants, un représentant d'enseignants par discipline, on a mis en place, après les épreuves facultaires, un système de vérification où toutes les notes pour lesquelles les étudiants, la majorité, n'ont pas les bonnes réponses, on les revérifie en présence des enseignants parce qu'on se rend compte qu'effectivement, parfois, la question était trop difficile, elle était hors programme, on ne touche pas le deuxième cycle, mais plus trop le troisième cycle. Parfois, en relisant sa question, l'enseignant se dit que l'intitulé était ambigu. Parfois, il y a une erreur dans la réponse donnée par les enseignants. Il se peut que, malencontreusement, il fallait répondre AB et puis l'enseignant a noté ABC dans le logiciel informatique. Et puis parfois, et ce qui est quand même assez fréquent, l'étudiant a eu faux, mais il aurait dû avoir bon. Et au décours de ces réunions qu'on fait donc 3 fois par an dans la suite des épreuves facultaires, la question est soit neutralisée, soit elle est inchangée, soit on modifie les réponses et ça peut effectivement constituer, à notre avis, un vrai plus pour les étudiants. Donc en conclusion, dans le cas des ECN informatisés, comme on l'a souhaité il y a quelques années, pour moi, les QCM sont d'un apport considérable dans l'évaluation des connaissances des étudiants en médecine. Je suis tout à fait d'accord avec vous que pour les compétences, ça ne tient pas la route. C'est un outil parfaitement cohérent et adapté à la mise en place récente des ECN. La question qu'on a le droit de se poser, est-ce qu'on peut tout évaluer à l'aide d'un QCM et si plus spécifiquement, si une évaluation de type QCM permet effectivement de vérifier l'acquisition des apprentissages, je ne suis pas certain à 100%, en tout cas sûrement pas des compétences. Et je pense qu'effectivement, même si ce qui avait été mis en place lors de l'initiation du projet CIDES, avec tous ces tutos, ces visios sur le site qui permettaient effectivement de s'entraîner, je pense qu'une démarche commune entre les différents enseignants des différentes UFR paraît plus que jamais justifié pour améliorer la qualité des QCM dans le cadre de la préparation aux ECN. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à débattre avec vous du pour et du contre. Merci. Thomas, est-ce que tu veux prendre la parole pour modérer le… Alors, moi, je vais d'abord… merci beaucoup déjà aux 2 orateurs pour c'est Stéphane Gaudry là, de Paris 13, pour ces 2 présentations très dynamiques et finalement qui sont pas vraiment dans le cadre du Procon, parce qu'on a l'impression que vous partagez à peu près la même vision des choses, mais qui nous ont apporté pas mal d'informations importantes sur ces QRM. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou parmi les personnes qui sont là en Zoom? Je veux bien faire un commentaire éventuellement, c'est Martin Flamand. Et bien, c'est parti. Finalement, quand on regarde vos 2 présentations, vous êtes relativement d'accord sur le fait que le vrai problème, c'est de faire des bons QCM. Et finalement, il y a des limites aux QCM qui sont des limites, on va dire, intrinsèques liées à leur voilà, et on sait ces limites, et Stéphanie nous a bien montré tout à l'heure que finalement, les QCM n'étaient pas si mauvais dans l'évaluation. Manifestement, elles avaient des limites dans certaines évaluations, mais elles sont complémentaires d'autres types d'interrogations. Mais qu'au final, le vrai problème, et quand ils sont soulevés, c'est plutôt celui de la façon dont nous écrivons les QCM et qu'effectivement, il faut avoir un appui docimologique pour aider les enseignants à faire des bons QCM. Par exemple, le problème de l'incertitude, certes, effectivement, le QCM n'est pas fait pour tester l'incertitude, mais le système Best Answer, par exemple, le système Best Answer est déjà une approche intermédiaire entre une certitude et une incertitude. L'idée de la confiance également permet de corriger ça. Donc, je pense que vous êtes assez d'accord sur les limites et les intérêts des QCM. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire. C'est un commentaire qui est une évidence, qui est que c'est vrai pour tout outil décimologique. On le voit quand on crée des TCS, l'énergie qu'il faut développer pour faire de bons TCS est exactement la même que pour de bons DP. Il n'y a effectivement pas forcément suffisamment cette culture et d'intégration très tôt que pour faire un bon DP, des bons QCM, il faut aussi mettre à 2 ou 3 avec plusieurs relectures. Il y a cette illusion qu'en ingé, on aura un bon QCM, ce qui est 9 fois sur 10 faux, parce qu'il va être effectivement imprécis, contradictoire, etc. Et ça, c'est pas un scoop, mais complètement d'accord, oui. Donc non, juste, moi je suis pas tout à fait d'accord, c'est pour les TCS. L'année dernière, moi j'avais eu l'occasion d'être contre les TCS, et donc comme tu en parles, moi je pense honnêtement, on se trompe de cible. La gestion, je suis bien d'accord, l'incertitude, ça fait partie de notre métier tous les jours. Moi, je suis moi-même néphrologue et je me pose beaucoup de questions tous les jours. Par contre, je ne pense pas que ça soit adapté aux étudiants de 2e cycle. Pour moi, les TCS, la gestion de l'incertitude, c'est très très bien pour le 3e cycle. Un étudiant en 2e cycle, il doit avoir des réponses claires et nettes. Alors, tout n'est pas clair et net, mais un maximum. Et je trouve d'introduire les TCS, le doyen Braun n'est plus là, voilà, on a discuté un petit peu ce matin. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Et d'ailleurs, je suis assez surpris
de constater, on met la pression pour introduire les TCS dans le deuxième cycle. Et j'aimerais bien savoir un petit peu au niveau du troisième cycle qui utilise les TCS. Parce que là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment adapté. Et on laisse un petit peu, on met pas trop la pression pour le troisième cycle pour les TCS et on essaie de les mettre dans les épreuves classantes. Je ne répondrai pas à ces provocations. Non, on n'a pas le temps de débattre des TCS. Je pense qu'on est déjà très en retard. Mais je pense que l'incertitude, on doit leur apprendre en deuxième cycle. On ne peut pas découvrir l'incertitude à 24 ans en devenant interne, mais c'est un autre débat. Au débat pour l'année prochaine. Oui. Très bien, messieurs, merci beaucoup. On va passer au dernier Procom.